Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier bilan culturel de l'année 2023, le bilan culturel donc du mois de janvier. Donc sans plus tarder, commençons par un rattrapage du mois de décembre. C'est le long métrage Les Bonnes Étoiles du réalisateur japonais Hirokazu Koreeda. 애 엄마가 찾아갔다고? 유괴라뇨? 아니 무슨 말씀을 그렇게 키워줄 부모를 찾는 거지. 선이라고 해야 되나? 선이 좋아하시네. 그냥 브로커잖아. En Corée du Sud, il existe ce que l'on appelle des boîtes à bébés. Tout simplement des mères qui ne se sentent pas en fait en mesure d'élever cet enfant, déposent cet enfant dans ces boîtes et il est alors pris en charge par des équipes médicales, par un centre d'adoption en fait, en quelque sorte. Sauf que deux hommes se servent de cette boîte, détournent le concept de cette boîte pour récupérer les enfants et les vendre à des familles désireuses d'avoir des enfants. L'histoire commence lorsque par une nuit pluvieuse, une jeune femme décide d'abandonner son bébé et donc nos deux revendeurs, entre guillemets, vont prendre ce bébé. Sauf que la femme va revenir quelques jours plus tard avec la ferme décision de reprendre cet enfant. Sans toutefois parvenir à récupérer l'enfant, elle va s'engager avec ces deux hommes dans un périple afin de trouver la meilleure famille qu'il soit à cet enfant. Je voulais dire en introduction, le réalisateur Koreeda est japonais, mais cette fois il tourne en Corée du Sud avec des acteurs coréens, donc il y retrouve un thème cher à son cinéma, qui est le thème de la famille. Alors, il y a les liens du sang, bien entendu, mais aussi la famille que l'on se crée, en fait, la famille que l'on se trouve. Et oui, cette famille qui se crée dans le film est pour le moins typique. Entre ces deux hommes qui souhaitent revendre l'enfant, cette mère désireuse de trouver la meilleure famille, l'enfant et plus un petit garçon aussi qui les accompagne, qui est extrêmement bavard. C'est vrai qu'on est sur une found family plutôt particulière. Si au départ chacun s'embarque dans cette aventure de façon intéressée parce qu'il voit une manière de résoudre ses propres problèmes, et ben cette aventure va venir révéler le meilleur de cette personne, le meilleur de chacun des personnages, et c'est vrai que ça en fait un film extrêmement lumineux. Il convient aussi de souligner la direction des acteurs qui jouent de manière extrêmement juste, et c'est pas surprenant que Song Kang-ho, donc l'acteur principal, soit reparti avec le prix d'interprétation masculine au dernier festival de Cannes. Ça y est, on attaque les films sortis au mois de janvier 2023, et on commence avec un long métrage qui se déroule dans la montagne, plus particulièrement dans les Alpes italiennes. C'est le thriller Les Survivants de Guillaume Renusson, sorti le 4 janvier. Salut, tu te balades? Elle est où? Vous avez vraiment rien d'autre à foutre sans déconner. C'est à qui ces gens? Si elles viennent, ils vont t'emmener. Faut pas rester là, je te dis viens. Samuel, interprété par Denis Ménochet, part s'isoler dans son chalet des Alpes italiennes. Sauf qu'une nuit, une jeune femme afghane, interprétée par Zahra Amir Ebrahimi, vient toquer à sa porte. Elle demande son aide afin de l'aider à traverser la frontière et à rejoindre la France. Sauf que voilà, à ces trousses, eh bien, on a des personnes qui n'ont aucune envie de voir des personnes étrangères arriver en France. Samuel ne veut pas avoir d'ennui, mais face à sa détresse, il décide de l'aider. Durant cette aventure, les deux vont réaliser l'hostilité de la nature, bien entendu, mais aussi l'hostilité des hommes. Nos deux personnages sont donc traqués par des racistes, tout simplement, qui ne veulent laisser passer aucun migrant en France. Et j'ai beaucoup aimé le fait que la menace soit double, dans le sens où il y a la peur pour nos deux protagonistes d'être arrêtés, ça c'est sûr, mais de l'autre côté, il y a aussi la peur de ces idéaux, en fait, ces idéaux pour lesquels ces personnes peuvent devenir dangereuses. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est de voir que ces personnes, en fait, qui sont prêtes à tuer pour empêcher des migrants d'arriver en France, et ben savoir que ces personnes-là, ce sont à la base des voisins de Samuel, des personnes souriantes, des personnes que l'on croise chaque jour, à qui l'on dit bonjour, et qui, en réalité, soit sont prêtes à tuer, en fait, pour empêcher des hommes ou des femmes de traverser la frontière. Et c'est peut-être ça qui est le plus effrayant dans ce film. Il y a tout un travail d'écriture qui est fait sur la relation entre nos deux protagonistes, puisque lui, en fait, Samuel n'a pas de raison d'aider cette jeune femme, si ce n'est la bonté de son cœur, et pourtant, il va le faire quand même. Et elle, on sent que, au vu de ses expériences passées, elle reste méfiante. C'est-à-dire que même lorsque Samuel lui tend la main, elle hésite encore à la saisir. Je veux aussi mentionner la splendeur des paysages, puisqu'on a des personnages qui sont seuls dans de grandes étendues blanches, et parfois il y a un drone, vous savez, qui vient les saisir de haut, et on réalise à quel point, oui, ils sont vraiment perdus en pleine montagne en quelque sorte, avec ces sommets qui se hissent très très haut. Et la musique aussi vient sublimer ça, puisque lorsqu'on a notamment ces scènes où les personnages sont seuls en montagne, on a parfois des envolées lyriques qui vraiment viennent nous saisir. On va parler d'un film sorti sur Netflix le 6 janvier. C'est un film
au postulat pour le mot original. Moi je sais que c'est ce postulat-là qui m'a fait craquer. C'est Christian Bale qui enquête avec Edgar Allan Poe. Il s'agit de The Pale Blue Eye de Scott Cooper. Down, down came the hot threshing flurry. Darkest night, black with hell, charmed with fear, leaving only that deathly pale blue eye. L'histoire prend place aux États-Unis. Un meurtre vient d'être commis à la prestigieuse Académie militaire. Un commissaire à la retraite, interprété par Christian Bale, va être missionné afin de résoudre cette enquête. Et pour l'aider là-dedans, il va faire équipe avec un jeune cadet nommé Edgar Allan Poe. C'est un long métrage, vous l'avez compris, qui fait intervenir une figure légendaire, celle de l'écrivain Edgar Allan Poe. Et l'atout du film, c'est clairement lui. D'autant plus que Harry Melling, que vous vous rappelez peut-être comme ayant joué Dudley dans Harry Potter, et qui depuis s'est démarqué avec des choix de carrière plutôt admirables, hein, il faut pas se le cacher, et bien Harry Melling il parvient à retranscrire en fait toute la maturité de cet esprit, un esprit qui bouillonne dans un corps pourtant aussi jeune, ce qui fait qu'il apparaît en décalage vis-à-vis des autres cadets, tout en ayant, vous savez, cette élégance en fait, cette élégance ouais, qui est décalée vis-à-vis du reste, et pour le coup, je suis assez déçue que Harry Melling n'ait pas été désigné aux Oscars, parce que je pense qu'une nomination en tant que meilleur acteur dans un second rôle n'aurait pas été volée. J'ai adoré l'atmosphère macabre du film, la photographie bleutée, la brume aussi qui est constamment là, le fait qu'il y ait un mystère à résoudre, le tout en costume d'époque avec un tout petit soupçon de mystique. C'est vraiment une atmosphère qui m'a plu, et j'ai conscience que beaucoup de personnes en fait ont reproché la durée du film, parce que le film s'étend sur 2h10, mais moi j'ai aimé justement que le film s'étire, parce qu'il divague du sujet principal en fait, à la moitié je dirais, à la moitié du film il commence à divaguer, donc du sujet principal, autrement dit l'enquête, mais à ce moment-là, en fait, il donne à voir d'autres aspects de la société de l'époque. Il en développe des mœurs, notamment, il y a beaucoup de séquences mondaines en compagnie d'Edgar Allan Poe, où on est vraiment sur lui qui est avec une jeune femme mondaine. Et ouais, ces interactions, moi, elles m'ont plu, en fait. J'ai aimé voir nos personnages dans cette société de l'époque, voir comment est-ce qu'ils évoluent. Et je trouve aussi que c'est une manière de replacer l'enquête dans un contexte historique et de donner, en fait, du relief, ouais, à cette histoire, en ancrant le mystère dans quelque chose de plus large. On va passer à du cinéma d'horreur, un long métrage sanglant, extrêmement sanglant, j'y ai consacré une vidéo, hein. C'est un long métrage qui a fait vomir les spectateurs américains. Il est arrivé dans nos salles le 11 janvier, il s'agit de Terrifier 2 de Damien Léon. Sir, what are you doing? It wasn't me. He was covered in blood on his shirt and his hands when he got here. I'm telling you, it was him, Ellie. Right down to the little black dot on the tip of his nose. Suite du premier Terrifier sorti en 2016, on y retrouve son personnage en passe de devenir culte, hein, le personnage du clown Art, qui, après avoir été ressuscité par une entité sinistre, est bien décidé à prendre sa revanche un soir d'Halloween. Autrement dit, c'est le bain de sang assuré. 2h30 d'un scénario qui n'est en réalité que prétexte à dérouler des scènes de massacre toujours plus atroces et toujours plus originales les unes que les autres. Il y a cette ambiance faussement rétro avec un grain sur l'image et ainsi qu'un filtre aussi qui donne à l'image une certaine colorimétrie pastel. Soyons honnêtes, le film est principalement porté par le personnage d'Art le clown. Et c'est un personnage qui prend à la fois du clown mais aussi du mime. Il prend du clown dans le sens où il y a ce côté inattendu en fait. On ne sait jamais comment est-ce qu'il va agir. Et il prend un malin plaisir à faire patienter ses victimes, à les faire attendre leur sort finalement. D'autant plus que Art le clown, il emploie aussi, comme les clowns, hein, des accessoires de cirque, un klaxon typiquement dont il se sert avec grand plaisir. Et il prend aussi du mime en fait, puisque Art le clown c'est un personnage qui ne parle pas. Tout passe par ses expressions faciales et il joue en fait grandement de son visage pour terrifier les personnes qu'il va attaquer. On va passer à la grosse sortie du mois, une grande fresque sur le cinéma de plus de 3 heures, un long métrage de 3h09 plus exactement. Il vient de franchir, au moment où je vous tourne cette vidéo, le million d'entrées en France, ce qui fait qu'il est quand même bien mieux reçu en France qu'aux États-Unis. Il s'agit de Babylone de Damien Chazelle, sorti le 18 janvier.
had money, I would only spend it on things that were fun, you know? Not boring things like taxes. I'm just one for everyone to party forever. Le film prend place dans le Los Angeles des années 20 et on y suit plusieurs personnages en fait, leur ascension mais aussi leur chute, eux qui tentent de s'imposer, de se faire une place à Hollywood à l'ère du passage au parlant. C'est un hommage au cinéma, on parle de la fabrication des films, de la réception des films, de la signature de contrat, en fait de comment est-ce que les films sont fabriqués. Et il est difficile de ne pas mentionner la scène de fin, hein, qui est un condensé de ce que le cinéma propose et devant laquelle on peut pas rester indifférent. Babylone, c'est un film que je qualifierais de riche par les genres qu'il explore, hein. Je pense notamment à toute cette séquence avec Tobey Maguire qui tire presque vers l'horrifique, tant il est terrifiant par son jeu. Moi, son jeu d'acteur à Tobey Maguire m'a mis mal à l'aise, hein, au point d'en rire nerveusement dans la salle de cinéma. Babylone, c'est aussi un film qui est riche par sa galerie de personnages, hein, qui lui servent à explorer des sujets propres à Hollywood. Je vous le disais, la guerre d'ego, les nouvelles contraintes du passage au parlant, la difficulté de se renouveler et pour les novices, la difficulté de se faire une place. Riche par sa durée aussi, le film fait 3h09, ce qui est énorme, mais il y a une telle gestion du rythme qu'on ne s'ennuie jamais. D'ailleurs, je pense que le film se termine et moi, pour ma part, je voulais même en voir plus en fait. Et toute cette petite démonstration pour vous prouver que, ouais, Babylone, ça fait dans la démesure, mais pour autant, Damien Chazelle gère ça avec une main de maître. À aucun moment, en fait, le film ne semble s'égarer. Petit point aussi sur la bande originale aux sonorités jazz, donc c'est Justin Hurwitz qui collabore souvent avec Damien Chazelle, ils avaient notamment travaillé ensemble sur La La Land, et oui, moi, cette BO, je l'écoute en boucle depuis ma séance, et ça confirme aussi que le duo Damien Chazelle et Justin Hurwitz fait des étincelles à chaque fois qu'ils travaillent ensemble. Ils ne passent jamais à côté de leur sujet. Pour terminer sur Babylone, je dirais que c'est un film qui fatigue et réveille à la fois, dans le sens où moi je suis ressentie de ma séance lessivée, tant il se passe de choses en fait dans le film, mais en même temps j'avais une énergie assez exceptionnelle en moi. Voilà, c'est un film énergisant, le sentiment d'être sur pile en fait, tant le film est frénétique. On va parler d'une série qui s'est achevée le 22 décembre. C'est une série japonaise d'adaptation d'un roman graphique. Il s'agit de la deuxième et dernière saison d'Alice in Borderland. Alice in Borderland, c'est l'histoire d'un jeune homme passionné de vidéo qui va se retrouver avec ses deux amis dans un Tokyo désert, un Tokyo alternatif où ils doivent disputer des jeux mortels pour survivre. Alors je disais que c'était la fin, mais au vu de la conclusion de la série, je pense qu'il serait difficile de poursuivre sur une autre saison. Beaucoup de personnes s'accordent à le dire. À voir, Netflix n'a pas annoncé de fin immédiate, ni de suite pour l'instant, mais c'est vrai que la fin est quand même plutôt fermée, j'ai du mal à imaginer comment est-ce qu'on peut poursuivre là-dessus. En tout cas, dans cette saison, on a beaucoup moins de jeux avec les personnages, mais plus de survie. Là, il est vraiment question de survie dans ce Tokyo alternatif, dans ce Tokyo apocalyptique, presque, où la nature a repris ses droits et où les hommes font tout pour survivre. Dans cette saison, la structure des épisodes m'a dérangée, parce que oui, elle est efficace, mais redondante. Elle est réutilisée en fait à chaque épisode. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque épisode débute par un flashback qui vient étayer un personnage. Ce personnage, il va être au cœur de l'intrigue de l'épisode. Ce qui fait que ça fonctionne, hein, bien sûr, parce que ça permet de donner du relief à un personnage qui va ensuite prendre une place importante dans l'histoire, sauf que c'est ça à chaque épisode. Et donc à chaque épisode, chaque début d'épisode, vous savez quel personnage sera au cœur de l'intrigue. Une fois que vous avez compris comment cet élément scénaristique-là en fait fonctionne, comment est-ce que cet élément de narration marche, et ben vous savez pertinemment ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire que si en plein milieu de l'épisode, il y a un sacrifice qui va devoir être fait, vous savez pertinemment que c'est le personnage qui a été introduit au début de l'épisode, ou en tout cas qui a été étayé au début de l'épisode, qui va être moteur de cette action-là. On va passer à la dernière partie de cette vidéo consacrée au livre. J'ai 3 œuvres à vous présenter, 3 œuvres de 3 auteurs japonais. Et la première œuvre, c'est mon premier gros coup de cœur de l'année 2023, voilà. Il s'agit de Soichi de Junji Ito, publié aux éditions Mangetsu. Alors Soichi, c'est un démon en culotte courte. C'est l'enfant terrible, c'est un garçon facétieux
qui n'hésite pas à employer toute son imagination pour embêter ses proches, notamment en employant la sorcellerie. Peut-être qu'avant de parler de l'œuvre en elle-même, il convient de faire un petit point rapide sur Junji Ito. Junji Ito, c'est un mangaka japonais spécialisé dans l'horreur qui écrit de nombreuses nouvelles. Et donc, j'ai eu l'occasion de le voir en vrai au Festival de la BD d'Angoulême. Je vous mets cette photo de Junji Ito et même cette vidéo de Junji Ito. Et bref, je suis tellement reconnaissante d'avoir pu voir en vrai ce maître du manga. Pour la première fois dans le monde entier, eh bien, on a les éditions Mangetsu qui ont compilé toutes les nouvelles consacrées à Soichi dans un seul et même recueil. Donc c'est un ouvrage assez épais, hein, mais c'est une édition qui est absolument magnifique. Je vous laisse l'admirer un peu, d'autant plus que la couverture a été faite spécialement par Junji Ito pour cette édition. Voilà, c'est une couverture exclusive. Et ouais, il est sublime. Et donc, ce sont des nouvelles qui vont des années 1990 à 2011. Ce qui fait qu'on a aussi toute l'évolution du style graphique de Junji Ito. Il y a aussi un point qui est non négligeable, c'est qu'on a une préface et une postface qui détaillent la psyché de Soichi. Et je trouve que ça rajoute en fait de l'épaisseur à l'analyse du personnage. Parce que Soichi, de prime abord, ça semble être un vilain garnement. Il y a d'ailleurs, dans la préface, il y a un terme qui est employé, c'est les malheurs de Soichi, en référence donc aux malheurs de Sophie, puisque les farces de Soichi se retournent toujours contre lui. Si Soichi paraît infernal en public, c'est lorsque ses proches ont le dos tourné qu'il manifeste, vous savez, un peu d'humanité. Dans le sens où ça nous rappelle qu'au fond, c'est qu'un enfant qui réclame de l'attention. En revanche, pas de développement de personnages à l'intérieur, comme dans la plupart d'ailleurs des histoires de Junji Ito. Soichi conserve en fait sa même malice du début à la fin du récit, dans le sens où il n'y a aucune remise en question du personnage, simplement il continue à être aussi insupportable du début à la fin, mais c'est pour ça qu'on l'aime. J'adore l'ambiance de l'ouvrage, dans le sens où on a donc des scénettes du quotidien qui prennent place à la piscine, en classe. Donc l'histoire s'ancre en fait d'une certaine manière dans le réel, mais on a cette touche de fantastique qui est extrêmement appréciable. Et oui, je suis heureuse de le dire, Soichi de Junji Ito, c'est mon premier coup de cœur littéraire de l'année. On va passer à un roman du maître du roman policier japonais, Rampo Edogawa, avec ce récit intitulé La proie et l'ombre. La particularité de cette histoire, c'est que le narrateur, c'est Rampo Edogawa lui-même. Dans cette histoire, on va faire appel à lui pour résoudre un crime commis par un autre auteur de littérature policière. Et à partir de ce moment-là, il y a un jeu de miroir en fait qui va se créer puisque les deux auteurs en fait s'opposent. Rampo Edogawa en l'occurrence, puisqu'on a son point de vue, va venir s'interroger sur sa propre création, allant parfois jusqu'à se reconnaître dans le vice de son adversaire. Il y a tout un travail qui est fait sur l'ambiance, on est face à une ambiance poisseuse, avec la moiteur de l'air, la saleté, la transpiration des corps, et il y a aussi des thématiques récurrentes à l'œuvre d'Edogawa, en l'occurrence l'obsession du corps, à travers le fétichisme, le voyeurisme, mais aussi les perversions sexuelles. Dernière œuvre que j'ai à vous présenter, ce sont des nouvelles posthumes de l'auteur japonais Ryunosuke Akutagawa. Le récit s'appelle La vie d'un idiot et est précédé de la nouvelle Engrenage. Alors, dans ce récit, donc, on a deux nouvelles posthumes qui ont été publiées à la suite du suicide de Ryunosuke Akutagawa. Dans les deux histoires, Akutagawa se met en scène. C'est lui le narrateur. Et là où c'était suggéré par Rampo Edogawa, ici c'est dit explicitement. C'est-à-dire que dans l'histoire, on l'appelle carrément Monsieur A, sans jamais donner son prénom dans son intégralité. Mais pour le coup, c'est dit que c'est bel et bien lui qui est au cœur de ces histoires, d'autant plus qu'il y a des références aussi à ses œuvres. Ce sont les derniers manuscrits de Ryunosuke Akutagawa et on ressent tous ces tourments en fait. Les insomnies à répétition, le fait qu'il se bourre de médicaments aussi, la distance qu'il prend de plus en plus avec ses proches. Et ces histoires, ça donne le sentiment d'un homme traqué qui frôle les murs presque par crainte de finir dans les griffes de la folie. Cette même folie qui, lorsqu'il était enfant, a emporté sa mère. Donc ça c'est quelque chose qui est général au recueil, mais si on s'intéresse sur chacune des nouvelles, la première, donc Engrenage, eh bien c'est une histoire dans laquelle en fait le narrateur, donc Ryunosuke Akutagawa, semble poursuivi, dans le sens où dans son entourage, tout semble le ramener à la folie. Et donc on s'interroge en fait, est-ce que c'est une surinterprétation? Est-ce que lui, par crainte de tomber dans la folie, voit des signes annonciateurs un peu partout? Ou justement, est-ce qu'il s'agit de réels signes annonciateurs? Et
La nouvelle en fait prendrait presque à certains moments des airs de fantastique, tant il semble poursuivi par une entité. Dans la seconde nouvelle, il s'agit plutôt de retracer sa vie à travers des scénettes, donc ce sont des courts chapitres qui prennent la forme, vous voyez, ce sont de très courts paragraphes finalement, qui sont des scénettes de vie et dans lesquels il évoque ses sentiments, cette fois toujours à la troisième personne. Au vu de la place qu'occupent ces textes dans l'œuvre d'Akutagawa, dans le sens où ils font partie de ses derniers textes et aussi qu'ils sont une forme d'introspection, il me semble important en fait de connaître, au moins dans les grandes lignes, l'œuvre d'Akutagawa. Donc moi si je peux vous conseiller quand même un recueil de nouvelles pour familiariser avec son œuvre, je vous recommanderais Rashomon, dont je vous ai parlé dans un de mes bilans culturels, je vous mettrai tout ça dans le petit i. Et je pense que c'est une bonne manière de découvrir l'auteur avant par la suite de vous intéresser à ses nouvelles. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de terminer, je veux quand même vous donner mes petits conseils du mois, on va dire, s'il ne fallait garder que quelques œuvres parmi toutes celles que je vous ai présentées. Je vous recommanderais The Pale Blue Eye de Scott Cooper, je vous recommanderais Babylon de Damien Chazelle, et je vous recommanderais évidemment Soichi de Junji Ito. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos derniers coups de cœur, ça m'intéresse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.